Bonjour à tous et bienvenue à votre session d'information sur Afrisat Info. La Chambre de première instance de la Cour pénale internationale CPI a rendu sa décision mercredi. Laurent Gbagbo ne sera pas autorisé à assister aux funérailles de sa mère en Côte d'Ivoire. Le récit d'Alex Mokhtar. Le 29 octobre 2014, après avoir examiné les arguments de la défense du gouvernement de la Côte d'Ivoire, du greffe, du procureur et du représentant légal des victimes, la Chambre de première instance a rejeté la demande de la défense de mise en liberté de M. Gbagbo pour une période d'au moins 3 jours afin d'organiser et assister aux funérailles de sa mère, a-t-on appris via un communiqué de l'instance internationale. Le document ajoute, bien que la Chambre ait considéré que la demande de M. Gbagbo d'être transféré en Côte d'Ivoire afin d'organiser les funérailles de sa mère constituait des circonstances humanitaires, les juges ne sont pas persuadés dans ces circonstances que toute condition spécifique pourrait suffisamment réduire les préoccupations logistiques et de sécurité. Et de conclure en justifiant son refus, dans la mesure cela pourrait faire courir un risque de mettre en danger la population en Côte d'Ivoire, le personnel de la Cour et M. Gbagbo lui-même. Dr Joséphine Nyene Ouattara, plébiscitée à la présidence des femmes à l'issue du 3e congrès du Rassemblement des Républicains RDR, parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, nous a accordé une interview dans laquelle elle dévoile les grandes lignes de son mandat. Madame Joséphine Ouattara, la nouvelle présidente du Rassemblement des femmes républicaines RFR, veut apaiser les troupes. Elle affirme que les femmes de son parti pensent qu'après 17 années de militantisme avéré, avec à la clé l'accession au pouvoir d'État, elles sont laissées pour compte parce que leur existence est toujours difficile. Celle qui dit avoir bénéficié de l'appel de Daoukro pour son élection souhaite mettre en évidence la contribution des femmes pour l'émergence du pays et la réélection du candidat Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. La réconciliation, la remobilisation de ces militantes, la paix, la question de l'emploi sont entre autres les grandes lignes de son mandat. Nous vous proposons un extrait de cette interview qui vous sera présentée dans son intégralité sur notre plateforme. Ce qui a milité à ma faveur, c'est d'abord, comme je l'ai dit, l'appel de Daoukro, l'appel du président Henri Konan Bédié pour la candidature unique du président Alassane Ouattara a milité d'abord pour le consensus. Ça a milité en faveur du consensus. Pourquoi? Parce que nous, les femmes du RDR, nous nous sommes dit, mais le président Henri Konan Bédié lance cet appel-là. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir organiser notre congrès. Il y a plusieurs candidatures. Je pense que pour la paix et la cohésion au sein du RFR, au niveau même du RDR et au-delà, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'était d'aller à un consensus. Le département d'État américain se dit préoccupé par l'intention du président burkinabé Blaise Compaoré d'amender la Constitution pour briguer un nouveau mandat. Rose Alibeda. Le département d'État américain s'est dit préoccupé par l'intention du président burkinabé Blaise Compaoré d'amender la Constitution pour briguer un nouveau mandat. Jen Psaki, porte-parole du secrétaire d'État américain John Kerry, exprime sa préoccupation pour ce qui concerne l'esprit et l'intention du projet de loi qui vise à amender la Constitution afin de permettre au chef d'État actuel de briguer un nouveau mandat de 5 ans. Le département d'État souligne le fait que les limites constitutionnelles et les élections sont des mécanismes irremplaçables pour assurer des transferts de pouvoir pacifiques et démocratiques afin de donner aux générations montantes la possibilité de faire leurs preuves. Plusieurs milliers de Béninois ont manifesté mercredi à Cotonou, au Bénin, à l'appel de l'opposition pour exiger l'organisation d'élections municipales et cantonales, initialement prévues en 2013 et repoussées sine die. On fait le point avec Alex Mokhtar. Munis de sifflets et de vuvuzelas, les manifestants habillés en rouge brandissaient des pancartes hostiles au président Thomas Yayi Boni, sur lesquelles on pouvait lire « Élections fiables, sinon dégage » ou encore « Trop de fraude, trop de mensonges, stop, nous voulons des élections ». Les municipales et cantonales qui devaient se tenir en mars 2013 avaient été reportées à cause de retard dans la mise à jour de la liste électorale permanente informatisée, la LEPI. Ce fichier électoral, utilisé pour la première fois lors de la présidentielle de 2011, avait été très critiqué par l'opposition qui accusait le pouvoir d'avoir laissé sur le carreau plus d'1 million d'électeurs dans un pays qui en compte moins de 10 millions, principalement dans les zones qui lui étaient hostiles. Aucune nouvelle date n'a été communiquée depuis la tenue de ce scrutin. Et faute de financement, la liste électorale n'a toujours pas été corrigée en vue des autres échéances électorales à venir, notamment les législatives prévues en mars 2015.
Décédé à l'âge de 77 ans à Londres, en Grande-Bretagne, le mardi 28 octobre dernier, le président zambien Michael Sata a déjà un successeur. Il s'agit de son vice-président Guy Scott. Il devient le premier blanc à la tête d'un pays d'Afrique subsaharienne. Reportage. Avec la mort de Michael Sata, âgé de 77 ans et décédé à Londres mercredi, la Zambie tourne une page de son histoire. Et l'on peut d'ores et déjà dire que les choses n'ont pas traîné en ce qui concerne sa succession, vu que son successeur est déjà connu. Il s'agit de son vice-président Guy Scott, 70 ans, membre de longue date du Front patriotique, le parti, et ancien ministre de l'Agriculture qui avait mené campagne aux côtés du président défunt Sata en 2011. Lors du service hebdomadaire dirigé par le pape François Ier sur la place Saint-Pierre de Rome, en Italie, le souverain pontife a lancé un appel à la communauté internationale à mettre tout en œuvre pour poser un frein à l'épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. Reportage. Le pape François Ier a appelé mercredi la communauté internationale à faire tous les efforts possibles pour détruire le virus Ebola et soulager les malaises et les souffrances de tous ceux qui sont mis à rude épreuve. S'adressant à des milliers de fidèles réunis à sa messe hebdomadaire sur la place Saint-Pierre de Rome en Italie, le pape a émis sa préoccupation au sujet de la propagation de la maladie sur le continent africain. Le pape a aussi exprimé son affection et dit des prières pour les médecins, les infirmières, les bénévoles, les institutions et les associations religieuses qui, selon ses propres termes, se consacrent héroïquement pour sauver nos frères et sœurs tombés malades. Toujours au sujet de la maladie à virus Ebola, un haut responsable de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a appelé le mercredi, lors d'une conférence de presse à Tokyo, au Japon, la communauté internationale à garder la tête froide en réponse au virus Ebola. Reportage. El Hadj Assi, secrétaire général de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a exhorté mercredi la communauté internationale à garder la tête froide en réponse au virus Ebola et à prendre des mesures appropriées contre les voyageurs qui ont pu entrer en contact avec Ebola. Cet appel a été lancé à l'occasion d'une conférence de presse à Tokyo, au Japon. Entre autres mesures prises par les pays asiatiques, les avions en provenance de pays infectés sont également tenus d'atterrir dans une zone spécifique du tarmac. La psychose de la fièvre Ebola s'empare des États-Unis. 2 enfants sénégalais ont été battus dans leur école à New York. Motif, ils seraient susceptibles de porter le virus Ebola. Reportage. L'Association des Sénégalais d'Amérique et le Conseil consultatif africain AAC réclament des mesures après que 2 enfants sénégalais fréquentant l'école élémentaire IS 318 située dans le Bronx à New York aient été agressés le vendredi 24 octobre 2014. Les 2 frères ont été brutalement battus pendant que les auteurs criaient Ebola. Ils ont été transportés d'urgence à l'hôpital pour blessures graves. Ce genre d'acte doit être condamné et ne doit surtout pas être toléré, a déclaré Pape Dramé, président de l'Association des Sénégalais d'Amérique. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, traverse une mauvaise passe. Les prévisions de croissance de la zone sont en baisse. Reportage. La Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, annonce le 29 octobre la baisse des prévisions de croissance de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, à 5,7% en 2014. En juillet dernier, la Banque centrale régionale basée à Yaoundé tablait sur une croissance de 6,1% pour les 6 pays de cette communauté, en l'occurrence le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. La croissance de la CEMAC est tombée à environ 2,5% en 2013 en raison d'une importante baisse de la production du pétrole. Cette baisse représente 36% du PIB et 87% du total des exportations de la région. Selon le gouverneur de la BEAC, Lucas Abaganchama, l'optimisme a pris le dessus sur les prévisions initiales. À l'exception de la République centrafricaine, tous les pays de la zone CEMAC sont des producteurs de pétrole. Parlons sport à présent. En tennis, le numéro 1 mondial Novak Djokovic a fait son entrée dans l'arène du Paris-Bercy et ce de fort belle manière. Il a remporté une brillante victoire à l'entame de la compétition face à l'Allemand Philipp Kohlschreiber. Le récit d'Alex Mokhtar.
Très attendu pour son premier match, Novak Djokovic a facilement dominé son adversaire. En effet, considéré comme un joueur redoutable, l'Allemand Philipp Kohlschreiber, numéro 24 mondial, n'a pas pu mettre en difficulté le Serbe. Il lui a fallu 2-7, 6-3 et 6-4 pour se qualifier pour le troisième tour du tournoi. Il sera opposé au vainqueur du match, John Isner, Gaël Monfils. Le Real de Madrid s'impose sans forcer en Coupe du Roi. Score 4-1 face à la modeste équipe de Cornellà qui évolue en 3e division espagnole. On en parle dans ce reportage. Pour son 16e de finale aller, les Madrilènes se déplaçaient mercredi sur la pelouse de Cornellà, club de 3e division espagnole. Les hommes de la Casablanca n'ont pas fait de détails pour se défaire de leur adversaire du jour, qu'ils auront à affronter une nouvelle fois lors du match retour. Grâce à Raphaël Varane, titulaire pour l'occasion, qui a ouvert le score de la tête à la 10e minute, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo avaient déjà le match en main. Même si Oscar Munoz égalisait quelques minutes plus tard à la 19e minute pour Cornellà d'une frappe à bout portant, Varane s'offrit un doublé par un nouveau but de la tête à la 36e minute. De retour des vestiaires, c'est Chicharito qui donna de l'air au Real à la 52e minute avant que Marcelo n'ajoute lui aussi une unité au tableau d'affichage à la 75e minute. Avec cette victoire, les Madrilènes prennent une option sur la qualification pour le tour suivant. Roger Federer a connu une entrée compliquée au Masters de Paris, s'imposant difficilement en 3-7 face au Français Jérémy Chardy. Reportage. Roger Federer s'est difficilement qualifié mercredi après-midi pour les 8e de finale à Bercy en battant le Français en 3-7, 7-6, 6-7, 6-4. C'est un Roger Federer très en difficulté qui s'est retrouvé face au Français Jérémy Chardy mercredi après-midi dans ce match comptant pour les 8e de finale de l'Open de Paris-Bercy. Pour la 3e confrontation de la saison, les deux hommes ont offert une grosse bataille au central de Bercy. Roger Federer, numéro 2 mondial, s'est finalement imposé devant le Français Chardy. Après avoir manqué 4 occasions de conclure le set sur le service du Suisse, Jérémy Chardy a dû capituler sur la 2e opportunité de son adversaire dans le jeu décisif 7-5. Score final 3-7-0, 7-6, 6-7 et 6-4. L'acteur et comédien afro-américain Bill Cosby, vedette de la sitcom The Cosby Show, est accusé de viol. La présumée victime, l'actrice Barbara Bauman, révèle que l'acteur a abusé d'elle il y a de cela 25 ans. Des détails avec Noélie Richard. Bill Cosby, acteur américain de 77 ans, est-il un monstre, un violeur, un manipulateur? En tout cas, c'est ce qu'affirme Barbara Bauman, actrice californienne de 47 ans, dans un témoignage. Abusée il y a de cela 25 ans, l'actrice affirme avoir été manipulée par la star du Cosby Show alors qu'elle était âgée de 17 ans. Cosby lui aurait garanti une carrière prometteuse dans le milieu du showbiz. En 2004, une certaine Andrea Constant a révélé avoir été violée par la star, mais l'affaire s'est soldée par un non-lieu. 13 autres victimes, dont l'actrice Barbara Bauman, se sont également manifestées. Barbara Bauman a témoigné à leur procès vu que la durée de prescription était dépassée. La fièvre Ebola ne fait pas réagir que les politiques. Les artistes donnent de la voix en vue de la sensibilisation contre la maladie. De grands noms de la musique africaine, entre autres Salif Keita, Tiken Jah, Amadou et Mariam, Mori Kanté, se sont unis pour enregistrer une chanson intitulée Africa Stop Ebola. On en parle dans ce reportage. Les Maliens Amadou et Mariam, Salif Keita, l'Ivoirien Tiken Jah, le Guinéen Mori Kanté chantent en chœur pour la bonne cause. Dans une chanson intitulée Africa Stop Ebola, ils diffusent leurs conseils en vue de sensibiliser les populations africaines sur la manière d'arrêter la propagation de l'Ebola. Ces célèbres artistes africains ont enregistré la chanson en 2 versions, l'une en français et l'autre en langue vernaculaire des régions d'Afrique concernées, notamment le Malinké, le Lingala, le Bambara, le Soussou. Cela afin que le message soit compris par tous. Belle initiative de la part de ces célébrités africaines qui savent que seule l'union fait la force. En Côte d'Ivoire, la Bissa bat son plein. Cette fête populaire du peuple Nzima a débuté à Bassam depuis le 26 octobre dernier. On en parle dans ce reportage. La Bissa est une fête populaire et de réjouissance qui se déroule chaque année à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. L'édition 2014 de cet événement de haute portée culturelle a démarré depuis le 26 octobre. Cette fête, patrimoine culturel cher au peuple Nzima, est un pur moment de respect des valeurs traditionnelles et des célébrations des ancêtres. La Bissa 2014 est principalement axée sur les femmes Nzima qui sont à l'honneur. Par ailleurs, elle annonce à la fois la fin de l'année écoulée et le début de celle à venir chez ce peuple du sud de la Côte d'Ivoire. C'est aussi l'occasion pour les participants de découvrir les richesses culturelles
culturelle de cette partie du pays. Les festivités prendront fin le 2 novembre 2014. Alors, avez-vous envie d'entendre les sons du Indobole, le tam-tam parleur? Rendez-vous à Grand Bassam. C'est ici la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre plateforme.